3 août 1942, Washington, D.C. Dans le bâtiment imposant du Trésor américain, le lieutenant-colonel Kenneth Nichols franchit la porte du bureau du sous-secrétaire Daniel Bell avec une requête qui, à première vue, relève de la folie pure. Il vient demander du métal, une quantité vertigineuse de métal. Pas pour frapper de la monnaie, ni pour renforcer des réserves stratégiques. Non, pour un projet dont il ne peut presque rien dire, tant il est classé au plus haut niveau du secret. Bell lui pose alors la question habituelle. « De combien avez-vous besoin ?» Nichols répond calmement « 6000 tonnes ». Un silence tombe. Les traits de Bell se figent. Puis, avec un mélange d'étonnement et d'irritation, il demande « Cela représente combien en onces qu'épance Troy ?» Nichols n'en a pas la moindre idée. Bell non plus. Agacé, l'officier réplique « Je ne sais pas combien cela fait en onces, mais je sais que j'ai besoin de 6000 tonnes. La quantité est claire. Pourquoi s'attarder sur l'unité ?» Bell se penche, piqué au vif. « Jeune homme, vous avez peut-être l'habitude de penser l'argent en tonnes, mais au trésor, on le compte toujours en onces au Troy. » Ce que Nichols ne peut avouer, c'est la vérité. Cette montagne d'argent-métal servira à construire une machine destinée à séparer les atomes d'uranium, un appareil qui, indirectement, ouvrira la voie à la première bombe atomique de l'histoire. Et avant que leur entretien ne s'achève, le chiffre demandé ne sera plus de 6000, mais de 14 700 tonnes d'argent, une somme colossale valant plus de 300 millions de dollars en 1942, l'équivalent de près de 6 milliards aujourd'hui. Un trésor emprunté aux réserves du peuple américain pour fabriquer des aimants gigantesques, hauts comme des maisons. C'est ainsi que commence l'histoire du calutron, la réponse titanesque, audacieuse et presque désespérée apportée par le projet Manhattan à son problème le plus insoluble. Comment séparer l'uranium-235 de l'uranium-238 quand ces deux isotopes, collés, se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau ? Avant de comprendre pourquoi Nichols a réclamé tant d'argent, littéralement, il faut saisir l'ampleur du défi auquel les scientifiques font face en 1942. Ils savent déjà que l'uranium-235 est la clé d'une arme atomique. Lorsqu'un neutron heurte son noyau, celui-ci se scinde, libérant une énergie prodigieuse et d'autres neutrons capables de perpétuer la réaction en chaîne. Toute la logique de la bombe repose là-dessus. Mais un obstacle énorme se dresse devant eux. Dans l'uranium naturel, le précieux isotope U-235 ne représente que 0,72%. Le reste, 99,28%, est constitué d'U-238, un isotope incapable de soutenir une réaction explosive. Pour fabriquer une bombe, il faut un uranium purifié à au moins 90% en U-235. Problème. Les deux isotopes, ça ramène, sont chimiquement identiques. Même nombre de protons, même nombre d'électrons, même réaction chimique. 3 neutrons seulement les distinguent. U-238 en possède 146, U-235 en compte 143. Et pourtant, ce léger écart de masse sépare un métal banal du matériau explosif le plus redoutable jamais imaginé. Comment exploiter une différence si minuscule à l'échelle industrielle ? Plusieurs pistes sont étudiées, diffusion gazeuse, diffusion thermique, centrifuge, chacune pleine d'incertitudes et de difficultés techniques qui risquent de ne jamais être résolues avant la fin de la guerre. C'est alors qu'entre en scène Ernest Lawrence, physicien à l'Université de Californie à Berkeley, inventeur du cyclotron, un accélérateur circulaire de particules. En 1941, il reçoit la visite du Britannique Mark Oliphant, venu lui parler des recherches nucléaires du Royaume-Uni. Les scientifiques du comité Mayhew ont conclu qu'une bombe est réalisable, mais qu'il faut de l'uranium enrichi et vite. Lawrence propose alors une idée qui paraît presque extravagante. Séparer les isotopes par électromagnétisme. Ioniser l'uranium, lui donner une charge électrique, le propulser dans un champ magnétique suffisamment puissant pour que les ions se courbent différemment selon leur masse. Les plus lourds, U-238, dévieront moins, les plus légers, U-235, davantage. Il suffirait ensuite de les récupérer dans des collecteurs distincts. L'idée revient à transformer un spectromètre de masse en usine. Lawrence modifie son vieux cyclotron de 37 pouces pour en faire un premier prototype, bientôt baptisé Calutron, contraction de California University Cyclotron. Le 2 décembre 1941, 5 jours avant Pearl Harbor, l'appareil est mis en route. Et il fonctionne. Un faisceau d'uranium de 5 microampères atteint le collecteur. L'intuition de Lawrence est validée.
En janvier 1942, l'équipe obtient 18 microgrammes d'uranium enrichi à 25%, 10 fois plus que tout ce qui avait été produit jusqu'alors. Mais entre une preuve de concept et la quantité nécessaire pour une bombe, il y a un gouffre. Le projet Manhattan a besoin de kilogrammes d'uranium enrichi, ce qui exige des calutrons gigantesques par centaines. Et ces machines ne peuvent fonctionner qu'avec des aimants colossaux bobinés d'un métal hautement conducteur. À l'été 1942, le colonel James Marshall, directeur du projet, et son adjoint Kenneth Nichols se heurtent à un mur. Pour équiper l'usine d'enrichissement électromagnétique, le futur complexe Weber 12 à Oak Ridge, Tennessee, il leur faudrait 5000 tonnes de cuivre. Or, en pleine guerre mondiale, le cuivre est introuvable. Chaque navire, chaque avion, chaque char, chaque système de communication et d'armement en réclame. Le métal rouge est devenu une denrée stratégique disputée par toute l'armée américaine. Le cuivre était rationné, contrôlé, disputé jusqu'à la dernière livre. Pour le projet Manhattan, obtenir 5000 tonnes relevait de la chimère. C'était tout simplement impossible. Nichols et Marshall durent donc envisager une autre piste. Quel métal pourrait remplacer le cuivre sans en sacrifier la conductivité ? La réponse s'imposa vite, l'argent. Le meilleur conducteur électrique au monde, encore plus performant que le cuivre. Avec un rapport d'à peine 10 pour 11 unités d'argent pouvaient en faire le travail de 10 unités de cuivre. Pour remplacer les 5000 tonnes introuvables, il leur faudrait donc près de 5500 tonnes d'argent. Mais où dénicher une telle quantité en pleine guerre mondiale ? Au trésor des États-Unis. Dans les coffres du dépôt de West Point dormaient d'immenses réserves de lingots, chacun pesant 1000 onces Troy, environ 31 kilos, soigneusement empilés et gardés encore plus jalousement que l'or. Ces réserves garantissaient la monnaie nationale et représentaient une part tangible de la richesse du pays. Nichols obtint l'autorisation de solliciter un prêt exceptionnel. Ainsi, le 3 août 1942, il se retrouva à nouveau dans le bureau de Daniel Bell. Il expliqua, avec toutes les précautions imposées par le secret militaire, que le département de la guerre avait besoin d'un emprunt, en argent-métal, une quantité considérable destinée à un projet d'une importance critique. Bell, encore une fois, posa la question décisive. « Combien » Nichols. « 6000 tonnes. » L'expression de Bell se figea. Puis vint la fameuse demande. Et cela représente quel volume en onces et Troy ? Personne ne savait. Ils restèrent là quelques instants, incapables de convertir les unités, la scène prenant presque des allures de comédie absurde. Bell finit par reprendre son sérieux et déclara « Jeune homme, peut-être pensez-vous l'argent en tonnes, mais au trésor, nous le comptons en onces en trouille. » Il accepta néanmoins le prêt à condition que la gestion soit irréprochable. Tout serait pesé à l'once près. Des rapports mensuels seraient exigés. Chaque transport serait escorté. Et, après la guerre, chaque once devrait revenir dans les coffres. Mais le chiffre de 6000 tonnes ne tarda pas à s'envoler. À mesure que les plans du projet Manhattan s'étendaient, les besoins suivaient. Au final, ce ne furent pas 6000, mais 14 700 tonnes d'argent, soit 13 300 tonnes métriques, environ 430 millions d'onces de Troy, sortant que le Trésor prêta, une somme dépassant les 300 millions de dollars de 1942, près de 6 milliards actuels, l'une des transactions les plus colossales de toute l'histoire financière américaine. Le gouvernement s'accordait à lui-même une véritable fortune pour construire une arme dont il n'était même pas certain qu'elle fonctionnerait. Les lingots quittèrent West Point par rail, escortés par des soldats armés, en direction de Carteret, dans le New Jersey. Là, on les fit fondre pour couler de longues barres cylindriques. Celles-ci furent ensuite envoyées à Phelps Dodge, à Bayway, où elles furent laminées sous une pression gigantesque pour former des rubans d'argent. 0,665 pouces d'épaisseur, 3 pouces de large, 40 pieds de long. 258 wagons chargés de ces bandes argentées partirent ensuite vers Milwaukee, chez Alice Chalmers. Les ingénieurs y enroulèrent les rubans pour former des bobines magnétiques massives, enfermées dans de lourds carters métalliques soudés. Une fois assemblés, les aimants pesaient plusieurs tonnes et étaient capables de générer des champs magnétiques d'une puissance inouïe. Puis, détail savoureux, les aimants furent expédiés vers Oak Ridge sans la moindre escorte. Pourquoi ? Parce que rien dans leur aspect n'évoquait l'argent. Cachés dans leur enveloppe d'acier peinte, ils ressemblaient à n'importe quelle pièce d'équipement industriel. À Oak Ridge, l'usine électromagnétique IGA 12 prenait déjà forme.
Le site, vaste de 825 acres dans Bear Creek Valley, avait été choisi pour que les collines alentours puissent absorber l'impact d'un accident majeur. À terme, le complexe compterait 9 grands bâtiments de production et plus de 200 structures annexes, couvrant environ 80 acres de surface au sol. C'était un projet d'une ampleur inédite. Les calutrons étaient disposés en pistes ovales, surnommées racetrack. Chaque anneau regroupait plusieurs cuves cylindriques. Dans chacune, on chauffait et ionisait du tétrachlorure d'uranium. Les ions traversaient ensuite une chambre à vide, étaient éviés par les puissants aimants d'argent et décrivaient un arc de 180 degrés. Les ions U-238, plus lourds, suivaient une trajectoire plus large. Les ions U-235, plus légers, étaient davantage courbés. Ils venaient en frapper des collecteurs différents, où l'on séparait et récupérait l'uranium enrichi. Mais transformer un concept élégant en une usine fonctionnelle était un véritable parcours d'obstacles. Les cuves à vide, chacune de 14 tonnes, se déplaçaient sous l'effet des champs magnétiques, parfois de plusieurs centimètres. Il fallait les renforcer en permanence. L'humidité infiltrée dans les bobines provoquait court-circuit et corrosion, ce qui obligeait à démonter et rebobiner des aimants entiers. À l'intérieur des chambres à vide, des dépôts que les scientifiques appelaient gunk ou crud s'accumulaient, obstruaient les fentes et perturbaient les faisceaux d'ions. Ces faisceaux, pourtant faibles en intensité, produisaient une chaleur suffisante pour faire fondre les collecteurs après plusieurs heures. Des systèmes de refroidissement par eau furent ajoutés, et partout une contrainte obsédante, ne jamais perdre le moindre grain d'argent. Des procédures méticuleuses furent instaurées. Lorsqu'on perçait une pièce en argent, on plaçait du papier sous la perceuse pour récupérer chaque limaille. En fin de poste, on collectait et recyclait tout. Lorsqu'on démontait une machine, chaque surface était essuyée. Les planchers eux-mêmes furent arrachés et brûlés pour extraire les poussières d'argent incrustées. Pour Kenneth Nichols, chaque mois apportait son lot d'angoisse. Il devait transmettre au Trésor un rapport détaillant chaque once troy d'argent utilisé. La surveillance était féroce, la responsabilité écrasante. Au début de 1944, après d'interminables réglages, la première piste alpha entra enfin en service. Au printemps de la même année, plusieurs pistes alpha et bêta tournaient déjà. Les unités bêta prenaient l'uranium déjà partiellement enrichi et le poussaient plus loin encore jusqu'à atteindre les 90% de pureté exigés pour un usage militaire. L'un des aspects les plus surprenants du site Y12 était pourtant son personnel. L'exploitation du complexe avait été confiée à Tennessee Eastman, une entreprise chimique qui recruta des milliers d'ouvriers et d'ouvrières, souvent issus des campagnes environnantes. La plupart n'avaient qu'un diplôme de lycée. Beaucoup étaient de très jeunes femmes, parfois à peine majeures. On les surnomma bientôt les Calutron Girls. Jour et nuit, elles se relayaient devant des panneaux de contrôle saturés de cadrans et d'interrupteurs. Leur tâche, maintenir les faisceaux d'ions d'uranium stables et précis. Une légère déviation d'une aiguille et des heures de travail pouvaient être anéanties. Leur concentration devait être absolue. Mais le plus étonnant, c'est qu'elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles faisaient réellement. Pour des raisons de sécurité, on ne leur parlait ni d'uranium, ni d'isotopes, ni de bombes atomiques. Leur formation se résumait à garder les aiguilles dans la zone verte. Si le cadran A sortait de sa plage, on ajustait le bouton correspondant. Si le cadran B tombait, on tournait la commande C. Pas de questions, pas de spéculation. Comme l'expliquera plus tard Nichols, elles avaient été entraînées comme des soldates, non pas à comprendre, mais à agir. Et elles étaient remarquablement efficaces. Au tout début, les calutrons étaient manipulés par des scientifiques de Berkeley chargés d'éliminer les défauts et de définir les procédures. Une fois l'ensemble stabilisé, on passa la main aux opérateurs de Tennessee Eastman. Très vite, Nichols constata quelque chose d'inattendu en comparant les chiffres de production. Les jeunes femmes surpassaient les physiciens titulaires de doctorat. Il en parla à Ernest Lawrence, qui accueillit l'information avec scepticisme. Comment des adolescentes diplômées du lycée pouvaient-elles être plus performantes que des spécialistes aguerris ? On organisa une compétition. Les scientifiques de Lawrence contre les Hillbilly Girls. Lawrence perdit. La raison était limpide. Les scientifiques ne pouvaient s'empêcher d'analyser. Dès qu'une aiguille oscillait, ils cherchaient l'explication, formulaient des hypothèses, vérifiaient des modèles. Pendant ce temps, les jeunes opératrices, fidèles à leurs consignes, corrigeaient simplement le réglage et continuaient à leur travail.
Résultat, les machines tournaient à rendement maximal. C'était une leçon magistrale. Comprendre un processus n'est pas la même chose que l'exécuter. Les scientifiques maîtrisaient la théorie. Les jeunes femmes, elles, maîtrisaient la pratique. Des années plus tard, après Hiroshima et Nagasaki, après la fin de la guerre, beaucoup de ces Calutron Girls apprirent enfin la vérité. Elles avaient séparé l'uranium-235, elles avaient les contribué, sans le savoir, à la fabrication de la bombe atomique. Certaines en tirèrent de la fierté, d'autres furent bouleversées. Toutes furent frappées par l'idée que le cours de la guerre avait en partie reposé sur leurs épaules. En juillet 1945, l'usine IAEA-12 avait produit assez d'uranium enrichi pour une seule bombe. Cet uranium constitua le cœur de Little Boy, la bombe à fission larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Environ 64 kg d'uranium enrichi à près de 80%. Lors de l'explosion, l'engin libéra une énergie équivalente à 15 000 tonnes de TNT, détruisit 5 miles carrés de la ville et tua près de 70 000 personnes instantanément. 3 jours plus tard, Fat Man, une bombe au plutonium, s'abattait sur Nagasaki. Le Japon capitula le 15 août 1945. La Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. IKPRA-12 avait accompli sa mission. Les Calutrons avaient tenu leurs promesses. Restait désormais à s'occuper de l'argent. Après la guerre, la séparation électromagnétique fut abandonnée au profit de la diffusion gazeuse bien plus efficace pour la production à grande échelle. Les calutrons furent démontés, les aimants désassemblés, et il fallut restituer l'argent. On déroula chaque bobine pièce par pièce. On nettoya chaque élément, on récupéra chaque bande d'argent, on pesa tout, on consigna tout. Les ouvriers arrachèrent même les planchers sous les machines et les brûlèrent afin d'en extraire les dernières poussières métalliques. Sur les 430 millions d'onces Troy initialement prêtées, seuls 145 onces manquaient à l'appel, moins de 0,36%, un résultat quasi miraculeux. Le métal perdu avait été vaporisé, incorporé chimiquement ou définitivement piégé dans des matériaux irrécupérables. Le trésor se déclara satisfait. L'argent fut rendu. La dette fut soldée. Les derniers lingots ne regagnèrent les coffres qu'en 1970, lorsque les 67 tonnes restantes furent enfin remplacées par du cuivre, près de 30 ans après le prêt initial. L'histoire du Calutron et de son argent n'est pas qu'un épisode insolite de temps de guerre. C'est une démonstration éclatante de ce que l'ingéniosité humaine peut accomplir face à un défi impossible, avec des ressources limitées. Le principe de séparation électromagnétique imaginé pour les calutrons subsiste aujourd'hui. Les spectromètres de masse utilisent toujours le même mécanisme: ioniser, accélérer, dévier, séparer. Ces instruments servent désormais en médecine, en sciences environnementales, en criminalistique et même dans l'exploration spatiale. Le site de IKPRA-12 existe toujours à Oak Ridge, rebaptisé IKPRA-12 National Security Complex. Il est désormais géré par la National Nuclear Security Administration et joue encore un rôle essentiel dans la maintenance de l'arsenal nucléaire américain. Aujourd'hui, le complexe IKPRA-12 n'enrichit plus l'uranium, mais il demeure chargé d'entretenir et de fabriquer certains éléments essentiels de toutes les armes nucléaires de l'arsenal américain. Un héritage direct de son rôle pendant la guerre. Cette histoire révèle aussi jusqu'où un gouvernement peut aller, en temps de conflit, pour conserver un avantage technologique. Emprunter 14 700 tonnes d'argent aux réserves nationales relevait à la fois du désespoir et d'un acte de foi. Foi dans la science, foi dans l'ingénierie, foi dans la possibilité de réussir ce pari insensé. Et, contre toute attente, ce pari a été gagné. Mais peut-être que la leçon la plus touchante vient des Calutron Girls. Elle nous rappelle que les grandes pages de l'histoire se construisent souvent grâce à des individus ordinaires accomplissant des tâches extraordinaires, sans gloire ni reconnaissance. Assises devant leur panneau de contrôle, veillant à ce que les aiguilles restent sagement dans la zone verte, ces jeunes femmes ont été aussi indispensables que les physiciens qui comprenaient les équations. Comprendre est important, exécuter-les tout autant. Si cette histoire vous a captivé, d'autres récits d'ingéniosité sous pression vous attendent. La prochaine fois, nous découvrirons comment des ingénieurs britanniques du camp de Stalag Luft 3 ont conçu un système de ventilation secret pour le tunnel de la Grande Évasion, permettant de déplacer 200 tonnes de sable sous le nez des gardes. Un exploit d'inventivité pure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Laissez un commentaire si vous avez des questions sur les calutrons ou des idées de sujets futurs.
Et si l'ingénierie capable de changer le cours de l'histoire vous passionne, jetez un œil à notre épisode consacré aux décrypteurs d'Enigma qui ont mis au point le premier ordinateur programmable pour déchiffrer les communications nazies. Merci de votre attention et continuez à résoudre des problèmes.